Donc en effet, on n'est pas du tout le 8 décembre 2021, mais ça me permet d'utiliser la slide toute l'année. Donc sujet de la conf, l'art du gros hacking ou comment accélérer son business rapidement à moindre coût tout en se démarquant de ses concurrents. C'est plutôt une belle promesse. Accélérer son business rapidement à moindre coût tout en se démarquant de ses concurrents. Bah, je pense que c'est tout ce que les boîtes veulent faire et c'est ce qu'on va essayer de voir ce matin. On va essayer de voir aussi des concepts parce que vous expliquez le gros hacking sans partir un peu de base. Le funnel AARRR qu'on va voir, l'inbound marketing, le gros hacking, et puis après on va avoir des outils, c'est la partie un peu fun. Le but pour moi ce matin, c'est essayer que à la fin de la matinée, vous ayez ouvert les yeux sur un truc qui existe et qui peut avoir du sens pour vous. Je ne vais pas tout pouvoir faire pour vous parce que vous avez des profils super différents, mais à la fin, vous allez pouvoir vous dire « Ah ouais, ok, d'accord ». Le but, c'est ça. Moi, oui, donc j'ai créé une entreprise en 2013. C'était de la distribution de matériel d'impression 3D, les imprimantes 3D. Donc en 2013, je crée ça avec mon associé. Et en fait, on a fait le BP de la première année. On était arrivé à 700 000 euros. Et puis on a été voir notre comptable. On lui a dit voilà, on prévoit de faire 700 000 euros. On était deux, on vivait chez nos parents, on rentrait d'Australie. Et on avait un crédit de 60 000. Donc on était bien ambitieux. Et notre comptable nous a dit non, non, on va pas mettre 700 000, on va mettre 400 000, ça paraît un peu plus réaliste. Et donc on fait 2013 sur 13 mois et on a fait 1,7 million. Et notre bénéfice, c'était 400 000 euros. Donc c'était plutôt bien parti. Et on a vendu la boîte il y a 2 ans et on a fini, on était à 13 millions d'euros de chiffre d'affaires, on a embauché 30 personnes et on n'habite plus chez nos parents. Et donc, ce qu'on va voir un peu, c'est ce qui nous a permis aussi, nous, d'aller un peu plus vite que les autres, parce qu'on est arrivé sur un marché où il y avait déjà du monde. Mais malgré ça, on a réussi à percer assez vite. Depuis, je fais un peu de conseil et d'accompagnement. Je suis investisseur et je suis passionné d'automatisation, de gros hacking et de no-code. J'ai une sorte de blog newsletter et je suis bénévole. Enfin, voilà, si vous voulez plus en savoir, on pourra en discuter après. On va essayer de prendre un exemple d'entreprise ce matin pour que ce soit un peu concret, ce qu'on va dire. Rocket Company, entreprise du Mans, et qui vend des services ou des produits en B2B. Ça, c'est la boîte qu'on va essayer de s'imaginer ce matin, mais ça peut être votre boîte notamment. Le premier concept qu'on va voir, c'est le funnel AARRR. Quelqu'un connaît le funnel AARRR? Putain, 1, 2 et demi. Les étudiants, jamais entendu parler. Super. Si. Ah, cool. Bah oui, t'as levé la main, mais il y a d'autres étudiants qui n'ont pas levé la main. Donc, le funnel AARRR, en fait, c'est dans toutes vos boîtes, les gens, vos clients passent par ce funnel-là. Funnel ou tunnel, comme vous voulez. AARRR. La première étape du funnel, c'est l'acquisition. L'acquisition, pourquoi? Parce que si moi j'ai une entreprise B2B, mon but c'est de faire venir les gens sur mon site internet, on appelle ça l'acquisition. Vous avez l'acquisition gratuite, l'acquisition payante quand vous faites de l'AdWords. Première étape, acquérir des gens sur mon site internet. Deuxième étape, activer les gens qui visitent mon site internet. Si vous regardez vos sites internet, je sais pas, vous avez 100 visiteurs par jour, mais vous n'avez pas 100 coups de fil par jour, vous n'avez pas 100 emails par jour et vous ne faites pas 100 ventes par jour. Si? Dommage. Bah, l'activation, c'est la différence entre l'acquisition et l'activation. Ça nous donne un chiffre. Et c'est ce chiffre-là qu'on veut augmenter. Après, on a la rétention. La rétention, c'est comment je garde des gens captifs de ce que je vends ou ce que je produis. Le referral, c'est un terme anglais. C'est en gros transformer un client en ambassadeur. Et le revenu, qui est le chiffre d'affaires. Un petit exemple. Ça marche le son ou... Ça marche. Ok, super. S'il y a des questions en ligne, n'hésitez pas. Ok. Alors imaginons que vous ayez un site internet, le B2B Rocket Company. Si je suis au premier A, vous allez avoir par exemple 100 visiteurs ici.
Et un bon taux de transfo. Quelqu'un a une idée de ce que c'est un bon taux de transfo d'un site internet? 3, 5. On monte les enchères ou pas? Non, 3, 5. Ok. Si vous avez 3 ou 5, c'est franchement des très bons sites internet. Ben, on va dire 2 à 3, quoi. 2 à 3%. Ça veut dire que sur 100 personnes qui visitent votre site, vous allez obtenir un prospect. Je n'ai pas dit un client, hein, j'ai dit un prospect. Vous allez obtenir 2 à 3 prospects pour 100 visiteurs de votre site internet, que ce soit un site e-commerce, un site de service et tout. Vous pouvez le voir dans vos stats Google. Donc notre but, en fait, c'est de se dire comment je vais augmenter ça. Un bon exemple après de ce qui se passe, c'est qu'ici, sur 3 prospects, vous allez en convertir un, à moins que vous ayez des commerciaux de ouf. Généralement, un bon taux de conversion, c'est 30%. Donc vous en perdez encore ici. Et au final, pour 100 visites sur votre site, vous allez transformer un client, quoi. 1%. Donc avec notre funnel ici, le but, c'est d'augmenter à chaque fois ce qui rentre dans le funnel. Donc en gros, si vous voulez augmenter ce chiffre-là, comment faire? 1. Optimiser sa méthode de vente, parce que vous convertissez ici, enfin vos commerciaux convertissent 30%. Donc soit il faut convertir plus auprès de vos commerciaux, soit ici, il faut essayer de se dire pourquoi j'ai que 3 visiteurs sur 100 qui me contactent après avoir vu mon site, ou soit je fais venir plus de gens sur mon site, parce que ce que vous comprenez très très bien, c'est qu'ici, si je fais venir 200, normalement je ne vais plus convertir 3, je vais convertir 4 à 6. À la fin, j'aurai toujours 30% si je garde ma même équipe commerciale, mais 30% de 6, ça fait 2. Tout joue l'un sur l'autre. Et c'est tout le truc du funnel AARRR, où vous allez avoir des stats qu'il faut augmenter. Là, je parle au manager, au chef d'entreprise. Quand vous avez quelqu'un qui est au market, vous allez lui dire « Ok, ton but, c'est de faire venir plus de gens sur le site. » Ou alors, c'est d'optimiser mon taux de conversion, c'est-à-dire les gens qui me contactent suite à leur passage sur leur site internet. Ça, c'est pour le marketing. Et ici, là, augmenter la signature en vente, c'est plutôt pour votre équipe commerciale. Concept super important parce que quand vous êtes dans le marketing ou la com, c'est ce qui permet de fixer vos objectifs à vos équipes. Si quelqu'un qui bosse au marketing, à la com ou au sales, au commercial, il n'y a pas d'objectif, c'est chaud quand même. Il faut fixer des objectifs et ces objectifs-là, ça parle pour eux-mêmes. Donc des exemples d'objectifs, c'est combien j'ai de visites du site web, combien j'ai de personnes qui visitent 2 pages et plus, combien j'en ai qui remplissent le formulaire, combien j'en ai qui réutilisent le service pour la rétention, combien j'en ai qui font du parrainage, etc., etc. Funnel AARRR. Il y a des questions là-dessus? Pas de questions. Exemple, requête compagnie. Acquisition, 1000 visiteurs sur le site. Nombre de prospects, 2%, 20. Nombre de clients, 5. Avec un taux de conversion de prospects à clients de 25%. L'inbound marketing, donc là, l'inbound marketing, c'est on s'adresse au A, à l'acquisition. Quelqu'un sait ce que c'est l'inbound marketing? Tu peux l'expliquer en une phrase? Bien fort. De manière gratuite, ouais. Ouais, pour ceux qui sont en ligne et qui n'ont pas entendu, c'est essayer d'attirer un maximum de gens sur votre site internet de manière gratuite. L'inbound marketing, franchement, c'est ce que tout le monde devrait faire. Déjà, ça sauverait beaucoup de boîtes qui mettent beaucoup d'argent sur de la pub en ligne. Parce que c'est gratuit et c'est logique et c'est normal. Et l'inbound, c'est l'opposé de l'outbound. L'outbound, c'est vous allez chercher vos clients. On va vous filer un fichier Excel, vous allez appeler des gens au hasard, on va leur dire « Ah, je vends des fenêtres, est-ce que vous voulez des fenêtres ?» Ça, c'est l'outbound, c'est un peu old school. Et l'inbound, c'est plutôt j'écris sur Internet que je propose des fenêtres et j'explique ce que je fais et les gens vont venir à moi. Ils vont me dire comment ils viennent à moi. Ouais, ok, bah, c'est la base de l'inbound marketing. Donc, on veut attirer les gens sur notre site Internet. Inbound marketing. Si je suis une entreprise, par exemple, nous, on vendait des imprimantes 3D. Les premiers trucs, salut Alex, les premiers trucs qu'on a fait, c'est écrire des articles de blog. Donc, base de l'inbound marketing, avoir un blog, que vous ayez un site e-commerce ou un autre truc, peu importe, c'est avoir un blog. Et après, on va écrire des articles
qui concerne en fait les gens qu'on vise. Donc concrètement, je vends des imprimantes 3D, je vais écrire des articles que je pense que les gens qui veulent acheter une imprimante 3D ont envie de lire, ou des questions qui sont posées sur Google. Par exemple, si vous tapez comment je sais pas, ou imprimante 3D, comment choisir, vous savez, Google, il vous donne un peu le truc, qu'est-ce qui est le plus recherché. Vous pouvez aller dans Google Trends aussi, vous pouvez faire dans AdWords, il vous donne les mots-clés aussi qui sont recherchés. Mais franchement, c'est vous qui maîtrisez le mieux ce que les gens cherchent. Vous avez vos clients au téléphone, ils vous disent « Ah ouais, comment je nettoie mon imprimante 3D? Comment je l'utilise ?» Vous vendez de la formation RH. « Ah, mais il faut combien de temps pour se former au RH? Combien coûte une formation RH? Quels sont les types de formations RH ?» Je sais pas, vous vendez, je sais pas moi, des outils pour le BTP. Combien coûte en moyenne un outil BTP? Comment je peux amortir mon outil BTP? Comment utiliser cet outil BTP? Voilà. Donc on écrit des articles ici. Et les gens, normalement, qui sont dans votre domaine, vont taper des questions sur Google et vont tomber sur votre site internet. Là, on est dans l'inbound marketing pur. Donc sur votre article de votre site web, votre article, il ressemble à ça. Je vais vous montrer un ou deux exemples. Vous avez votre titre, comment, je sais pas quoi. Alors généralement, sans vouloir être très vulgaire, mais c'est un peu quand vous avez des vidéos YouTube, c'est un peu putaclic. Vos articles, ils doivent donner envie de cliquer. Et en fait, c'est tout simple. Plutôt que de dire mon produit est le meilleur, vous allez utiliser des titres d'articles qui sont comment utiliser X, les 5 astuces pour faire Y, le top 5 des outils pour X. Parce que tout ça, ça donne envie de cliquer et votre but, c'est que les gens ils cliquent sur votre article. Donc si vous mettez des titres pourris qui arrivent dans Google, les gens ils vont pas cliquer. Donc il faut donner envie aux gens de cliquer et tout ça passe par le titre. Vous avez votre titre d'article, vous écrivez votre article et en fait l'inbound marketing c'est simple. Vous allez avoir des encarts ici. Parce que là, on fait venir des gens sur le site, mais on a fait juste l'acquisition, mais on n'a pas fait l'activation. Donc là, on fait venir des gens sur le site parce qu'on écrit des super articles qui sont liés à notre business et à notre problématique. Et c'est des questions que les clients nous posent. Donc on sait que ça va plaire. Et pour les activer, vous allez mettre des bannières ici. Imaginons que vous vendez des imprimantes 3D. Vous avez écrit comment choisir son imprimante 3D, l'article de base, mais qui est très recherché aussi. Et ici, vous allez avoir une bannière sur guide complet d'achat des imprimantes 3D de moins de 5 000 €. Ça, c'est une bannière. Et ici, vous allez pouvoir avoir participer à notre webinaire, les 5 types d'utilisation d'une imprimante 3D. Le gars est venu parce qu'il a tapé sur Google comment choisir son imprimante 3D, il est tombé sur un super article qu'on a écrit, il lit et il voit qu'en fait, il peut aller plus loin, il peut télécharger le guide complet, donc ça l'emmène vers une landing page. Une landing page, c'est une page internet avec là vous avez un mini exemple du guide, ce qui est écrit, ce qui est dans le guide, et vous avez un formulaire ici pour télécharger le guide. Et là, vous avez activé, parce que vous avez le gars qui veut tellement télécharger le guide d'achat, qui va donner ses coordonnées email, voire téléphone et autres. Et donc là, vous avez activé quand le gars il remplit ça. Le webinaire, c'est la même chose, hein. Il va arriver sur une page. Notre webinaire, c'est la semaine prochaine. Pour participer à notre webinaire, encore une fois, il faut que votre landing page, donc la page ici, elle soit ouf. Il faut que le gars il se dise putain, le webinaire il va déchirer, j'ai absolument envie d'y participer. Donc quand vous dites vous allez apprendre blablabla et vous faites 10 lignes, non, voilà ce que vous allez apprendre, c'est les 5 trucs pour mieux utiliser son imprimante 3D, les 3 outils indispensables, les 4 choses que personne ne sait. Un truc un peu, voilà, faut vendre du rêve. Et là vous allez activer parce qu'il va s'inscrire au webinaire. Donc inbound marketing, je suis parti de Google, j'ai écrit un article. À l'intérieur de l'article, j'emmène les gens et je les active. Ça va augmenter votre taux d'activation. Il y a des gens qui font des super articles de blog. Et à la fin de l'article, quand on lit, il n'y a rien.
Tu vas dire merci, au revoir, j'espère que ça vous a plu, laissez un commentaire. T'actives rien. Tu as juste des gens qui profitent de ton contenu que tu t'es fait chier à écrire, mais toi, ça ne te rapporte rien. Donc il faut absolument les activer. Donc les activer avec les inbound marketing, c'est ça, on glisse des choses comme ça. On peut aussi avoir un blog pour s'inscrire à la newsletter. Vous avez un email, ça vaut de l'or. Ici. Vous pouvez avoir un chatbot, vous pouvez avoir beaucoup de choses. Je vais vous montrer des exemples. Exemple, inbound. OK. Tout ouvrir. Alors, le réseau de la ruche. Suspense. OK. Alors, Doug, c'est une boîte qui fait de la compta. Et ils sont très très bons dans l'inbound marketing. Donc, vous pourrez tout à fait aller voir leur site. Ils ont écrit un article de blog qui s'appelle « Les contrats Madelin, c'est fini. Que faire si vous en possédez un ?» Il faut imaginer que si vous tapez contrat Madelin, qu'est-ce qui se passe dans Google? Vous allez sans doute tomber sur cet article de blog et donc tomber chez Dougs. Ils font un super article. En quoi consistaient les contrats Madelin? Donc il est bien écrit parce qu'il y a des sous-titres super pertinents. Fin des contrats Madelin. Ah bah alors là, c'est magnifique. Vous voyez, on a l'encart ici. Il faut que votre encart il corresponde à quelque chose que les gens ils veulent absolument télécharger ou absolument voir. Et quelqu'un qui arrive, qui a un contrat Madelin, le site c'est de la compta, mais à la base je ne connais pas Dougs. J'ai tapé sur Google contrat Madelin, j'arrive sur un article de blog. Donc forcément, si j'ai un contrat Madelin, je dois être chef d'entreprise ou je dois être intéressé par tous ces sujets-là. Je tombe sur un truc, optimiser votre trésorerie. C'est un peu comme si vous baladez sur Internet et vous tombez sur une vidéo ou un encart. Voilà comment devenir riche. Tu es obligé de cliquer ici parce que tout le monde a envie d'optimiser sa trésorerie et c'est ça qu'il faut que vous fassiez. Télécharger la checklist. Évidemment, si je clique, on me demande mon email. Bah, c'est gentil, on ne me demande pas nom, prénom, machin. Inbound marketing. Ici, encore mieux. Vous voyez, quand j'ai descendu, ça s'est affiché, c'est la liste des webinaires. Bon, ils sont assez violents en webinaire, eux. Bon, ils en font plein. Hein. Voilà. Prime ou dividende, gérant, comment optimiser votre rétribution. Vous pouvez vous inscrire et tout ça, vous allez forcément trouver un sujet intéressant. Le truc intéressant avec les webinaires, c'est qu'une fois que vous avez fait votre webinaire, vous allez pouvoir le réutiliser, c'est-à-dire faire une page en ligne, revisionner notre webinaire. C'est-à-dire que vous l'avez fait une fois, vous avez bossé 25 minutes pour un webinaire, enfin pour le faire, et vous allez pouvoir utiliser ce webinaire sur une landing page pour dire revoir notre webinaire, et votre webinaire va continuer à générer des prospects, à générer du lead. La base de l'inbound marketing, c'est de réutiliser son contenu. Vous faites un webinaire, ça vous permet de faire 3 articles de blog, parce que vous avez différentes sections dans votre webinaire. Ça vous permet d'envoyer une newsletter. Ça vous permet de, je sais pas, faire un podcast. Donc vous allez pouvoir réutiliser votre contenu plusieurs fois. Je continue. Ouais, à la fin, ils auraient pu mettre un truc d'abonnement à la newsletter, mais pourquoi pas, ils ont mis à lire aussi. Quand je vous parlais des titres, vous voyez, c'est généralement des questions ou des comment. Comment déclarer la TVA européenne? Les gens qui tapent sur Google, ils ont écrit un article de blog. Quelles sont les charges déductibles dans mon entreprise? Comment Doug vous accompagne dans la création de votre entreprise? Où trouver du capital pour développer son activité? C'est que des choses que les gens qui sont en train de créer leur boîte ou peuvent chercher. Autre exemple, tout savoir sur l'impression 3D du PIC. Vous voyez, ici, j'ai un guide des meilleures pratiques d'impression 3D du PIC, ou j'ai un guide impression 3D haute température. Ah, forcément, si je suis arrivé sur cet article, c'est que je suis intéressé par ça. Et donc, j'arrive sur la landing page, ce que je vous disais, où on me dit nos recommandations. Pourquoi télécharger ce guide? Tirer profit de l'expérience de Neofa, prendre connaissance des recommandations. Les conseils dans ce guide sont applicables pour les autres thermoplastiques. Je remplis, et du coup, cette boîte-là, qui est une de mes anciennes boîtes, a un lead. C'est clair ou c'est pas clair? Ouais.
Ouais. Alors, il y a beaucoup d'agences SEO. J'espère qu'il n'y en a pas, mais j'ai cru qu'il n'y en a pas. C'est pour ça que je demande aussi, parce que des fois, je dis du mal. Et en fait, les mecs, ils vont vous vendre des audits techniques, des audits machin, mais c'est nul. Parce que si tu veux, si tu écris sur ta problématique, tu sais exactement quel genre de questions se posent et tu as regardé un peu les types d'inbound marketing, tu vas écrire ton titre. 3 sous-titres, tu écris des phrases, tu mets tes trucs, et à partir du moment où tu parles de ta problématique et tu utilises des mots et des synonymes, tu mets un peu de gras, c'est pas des gros pavés, c'est espacé. Voilà, franchement, le SEO, c'est un peu du bullshit. Google, il dit plus les personnes elles passent de temps sur ton site, mieux c'est. Bah, c'est bien, mais si ton article il est mal écrit, forcément les gens elles vont pas le lire et elles vont pas venir. Donc le SEO, à partir du moment où tu vends des imprimantes 3D et t'écris un article où tu te dis comment choisir son imprimante 3D, qui est d'ailleurs mieux que choisir son imprimante 3D. Et tu mets trois lignes, définir votre budget, que souhaitez-vous imprimer et la difficulté d'utilisation de l'imprimante 3D. Tu as tes 3 sections, tu écris un peu de trucs. Voilà, il y a choisir, il y a imprimante 3D, il y a prix, il y a trucs. Enfin voilà, faut pas prendre des agences SEO pour faire ça. Les bonnes pratiques du SEO, c'est quoi? Choisir son titre, donc c'est un H1 pour ceux qui font un peu de rédaction. Les sous-titres, c'est des H2, mais ça se met automatiquement si vous utilisez WordPress. C'est écrire un article de 500 mots, 300 à 500 mots, mettre un peu de gras, bien espacé pour pas faire des gros pavés à Marcel Proust sur votre blog, et que ça fasse sens, quoi. Et que les gens ils se disent waouh, j'apprends des trucs, c'est-à-dire pas de bullshit de phrases de 20 lignes. Voilà. Et là, vous avez du bon SEO. Et il n'y a pas besoin de faire je pense qu'il y a les domaines où si vos concurrents ils sont mal placés, ça va être facile d'arriver parce que il y a très peu de boîtes qui font de l'inbound ou des choses comme ça, hein, des vieilles boîtes. Vous pouvez tous les concurrencer avec ce type de technique. Voilà, on est sur un autre article de blog. Et quelle heure? 9h30. Et ici, vous voyez l'essentiel de la SASU, j'ai les guides. Bon, évidemment, je clique ici, ça m'emmène vers une landing. Ce contenu répondra sûrement à vos interrogations, blablabla. Et il me demande un formulaire pour générer du lead. C'est aussi une boîte de compta, je suis désolé. Un autre type c'est le blog d'UpSpot qui est bien fait. UpSpot, c'est un CRM. 7 objections les plus courantes pendant la prospection et les conseils pour mieux les gérer. Là, direct, il me propose un guide avant même que l'article commence. Donc là, ils ont écrit un super article. Vous voyez en bas à droite, j'ai un truc comment augmenter le taux de conversion et de conclusion. C'est-à-dire que quelqu'un qui a dit comment gérer les objections sur Google, il arrive sur cet article, il lit, en bas à droite, il y a un truc qui s'affiche qui dit comment augmenter le taux de conversion de conclusion. C'est-à-dire que, alors vous voyez que c'est logique. Le gars, il tape dans Google un truc comment gérer les objections, il arrive sur l'article, il veut le lire. En bas à droite, il y a un truc qui lui dit comment tu vas devenir riche. C'est ça. Il clique là, il rentre ses coordonnées et HubSpot a un prospect. C'est l'activation. Voilà, ici j'ai tapé avantages salariaux préférés des Français dans Google. Je prends le premier. Donc j'ai Swile, ticket resto dématérialisé. Ils ont écrit un article. Et en bas, moi j'ai un livre blanc, guide avantages sociaux. Avant, il y avait un encart, ils l'ont enlevé. Mais voilà, il suffit d'arriver bien sur Google et de faire des mots-clés longue traîne. C'est-à-dire que plus c'est difficile pour vous de percer et d'être référencé sur Google, il faut avoir beaucoup de contenu. Mais s'il y a beaucoup de gens sur votre contenu, il faut faire des articles très très spécifiques. Par exemple, en 2013, nous, on pouvait écrire comment choisir son imprimante 3D. En 2021, si je devais faire des articles, j'écrirais 3 articles comment choisir une imprimante 3D à moins de 5 000 €, à moins de 20 000 et à moins de 100 000, quoi. Parce qu'il y a un peu plus de monde sur le domaine. Donc, ça s'appelle la longue traîne. Voilà. Alors, j'étais où? Ça, jusque-là, j'ai perdu personne? Non? Donc si Rocket Company devait se mettre à l'inbound marketing en un jour ou presque, c'est se mettre à la rédaction d'articles 2 par mois, c'est bien. Ça permet de commencer l'inbound, d'améliorer son SEO en servant les problématiques de ses clients. Créer et mettre en place son lead magnet. Donc le lead magnet, c'est le guide, le webinaire, le contenu que vous allez créer et que vous allez donner contre un email.
C'est ça le lead magnet. Lead, ça veut dire prospect, magnet, ça veut dire aimant, aimant à lead. Donc ça peut être un livre blanc, un guide, une checklist, un webinaire, un podcast privé, une conférence. Et automatisé. Donc oui, c'est possible d'arriver à un stade où les prospects viennent à vous et vous attendez simplement que vos agendas se remplissent de rendez-vous. Exemple, on était sur le blog des imprimantes 3D Néofab tout à l'heure. Je vais vous expliquer comment nous on faisait. Donc on avait un blog, on vendait des imprimantes 3D entre 20 et 200 000 euros. On avait la liste des produits sur notre site internet, mais on ne pouvait pas acheter en ligne. Parce qu'à 20 000 euros, on n'achète plus en ligne. Et donc on avait le descriptif de nos machines, et puis on avait un blog, comment utiliser une imprimante 3D métal, comment choisir une imprimante 3D haute température, etc. Le blog, vous aviez des encarts vers des livres ou des guides qui vous emmenaient vers des landings pour télécharger ou visionner des webinaires. Vous rentriez votre email. Et donc là, vous étiez dans notre base. Donc on avait réussi l'acquisition et l'activation. Une fois que vous étiez dans notre base de données, donc on vous envoyait ce que vous aviez téléchargé. Donc le livre blanc, où on vous envoyait le lien pour visionner le webinaire. Première étape. Et donc là, on vous donnait un score. Alors c'est notre CRM qui nous permet de faire ça, mais pour faire très court, si vous téléchargiez un livre blanc, vous aviez 20 points. C'est automatique. C'est-à-dire que dans nos règles de CRM, si quelqu'un télécharge ce contenu, on lui donne 20 points, c'est cadeau. Lui, il ne sait pas qu'il a 20 points. C'est que pour nous. Donc il a 20 points. Il participe au webinaire. On va lui envoyer un email. Super, merci pour votre participation. D'ailleurs, on a créé un super guide suite à ce webinaire qui résume ce qu'on s'est dit. Vous allez pouvoir le trouver ici. Si ce gars visite la page où on résume le webinaire, qui est une page un peu privée, ben on va lui donner 15 points. Donc il est arrivé à 35. 35 points, c'est pas mal. Nous, notre but, c'est qu'il arrive à 50. Donc on va dire, si par exemple, il visite plus de 2 fois notre site dans le mois qui vient, il gagne 15 points. Et il tombe à 50. Il monte à 50. Quand il monte à 50 dans notre CRM, je vais un peu plus loin. Je sais que c'est un peu plus compliqué, on est un peu monté de niveau, mais c'est compréhensible. Je pense que quand il a 50 points, eh ben, ça donne une alerte chez nous et il tombe dans une catégorie de notre CRM qui s'appelle prospect chaud. Prospect chaud, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a considéré que par toutes les actions qu'il avait faites, visionner le webinaire, revenir 2 fois sur notre site, télécharger le résumé, ben on considère que là, c'est le bon moment pour le contacter. Et donc, on va simplement envoyer un email qui va partir automatiquement de Mathilde. Mathilde, c'était notre ADV, quoi, la personne qui faisait la pré-qualif, on appelle ça. Donc, l'email est automatiquement envoyé dès que le gars a 50 points. Donc, l'email, c'est bonjour, j'ai vu que vous vous intéressez à tel truc. Donc là, il y a donc bonjour X. Le X est remplacé par le prénom dans le CRM. J'ai vu que vous vous intéressez à par le domaine d'intérêt qu'on connaît. C'est tout ça est fait automatiquement. Je souhaite discuter avec vous de X, Y et Z. Quel serait le meilleur moment pour vous? Et on met un lien vers Calendly. Calendly qui est un outil de prise de rendez-vous automatique qui est absolument génial. Et généralement, le gars, pour discuter 15 minutes, parce que c'est un rendez-vous de 15 à 20 minutes, va cliquer et va prendre rendez-vous. Et s'il ne clique pas, bah, on appelle, quoi, tout simplement, et on voit ce qui se passe. Et ça permet quoi? Ça permet de... Quand on score les leads, alors déjà, c'est qu'on en a beaucoup, parce que on ne score pas quand on en a 3 par jour, hein, parce que vous les appelez les 3 par jour. Mais scorer les leads, ça permet de dire, moi, je veux que des gens qui ont 50 points. Par exemple, les adresses Gmail, Hotmail, on leur mettait moins 10 direct. Ça vous évite aussi de payer des commerciaux voilà, ils vont appeler des gens, en fait, c'est pas le bon moment. En fait, c'est un mec qui fait un dossier, qui est étudiant sur les imprimantes 3D. Donc, ça vous permet aussi de rendre vos salariés heureux, parce qu'ils évitent de perdre du temps à appeler des gens qui sont pas du tout chauds ou pas du tout adaptés. Donc, scoring de leads. Mathilde cale son rendez-vous Calendly en visio. Et après, est-ce que c'est bon pour vendre ou est-ce que c'est pas bon? Et est-ce que le client il fit avec notre projet ou pas? Et si ça fit, c'est passé à Maxime qui est commercial. Si ça fit pas, on met une note, rappelez dans 6 mois et le truc réapparaît automatiquement dans 6 mois. Voilà, si on veut aller un peu plus loin avec un CRM et qu'on a un peu beaucoup de volume. Gros hacking.
Gros hacking consiste à stimuler la croissance d'un produit, d'un service de manière rapide à moindre coût en utilisant des méthodes peu conventionnelles, d'où le terme hacking. C'est un processus rythmé par un seul et même objectif, la croissance. La méthode grosse, les astuces, le hacking. Des exemples célèbres de gros hacking. Dans le gros hacking, on dit ouais, c'est la magie, mais en fait, c'est juste les choses qu'on a vues. Il y a un peu de tout dedans, et c'est surtout une méthode. Donc, si je prends des exemples célèbres de boîtes que vous connaissez ou pas, Airbnb, si, quand même. Les photographes et Craigslist. Airbnb, en fait, quand ils se sont lancés, c'est pas facile de lancer une boîte. Et la méthode qu'ils avaient trouvée, c'est de Craigslist, le bon coin américain. Et ce qu'ils ont fait, eux, c'est qu'ils ont tous les gens qui publiaient sur Airbnb, ils mettaient automatiquement les mêmes annonces sur le Craigslist en disant si vous voulez réserver, venez sur Airbnb. Donc ils faisaient whoop, whoop. Ils avaient simplement, dès qu'une annonce était postée sur Airbnb, ils automatisaient automatiquement la publication de cette même annonce sur Craigslist, qui est le bon coin, donc qui a beaucoup plus de trafic, en disant si vous voulez réserver, venez sur Airbnb. Ça leur a permis de faire. Deuxième truc qui leur a permis d'être excellent, c'est que les gens qui venaient sur Airbnb, en fait, c'était des gens comme vous et moi qui postaient des photos. Et mec, c'était il y a longtemps déjà, c'était il y a plus de 10 ans Airbnb, et ils prenaient pas des photos ouf. Ce qu'ils ont fait Airbnb, c'est qu'ils ont embauché des photographes freelance. Ils ont dit vous allez chez tous les gens là, vous prenez des photos de dingue, vous réorganisez un peu la pièce et ça va augmenter le truc. Avec ça, ils ont augmenté leur acquisition. Activation Kissmetrics, c'est une boîte qui fait de l'analyse statistique pour le marketing. Ils ont remplacé leur formulaire d'inscription pour s'inscrire automatiquement avec Google. Des fois, vous avez ça, s'inscrire avec Facebook, s'inscrire avec Apple, s'inscrire avec Google. Ils ont fait plus 60% d'inscription. C'est-à-dire que la différence entre un formulaire où vous allez devoir nom, prénom, email, numéro de téléphone, adresse, pointure, je sais pas, taille de ton t-shirt, c'est relou les formulaires, franchement. Alors maintenant, vous avez vos navigateurs qui remplissent automatiquement, c'est un peu mieux. Mais quand vous dites je m'inscris avec Facebook ou je m'inscris avec Google, magique quoi. Ça vous demande beaucoup moins d'efforts. Ça augmente l'activation. Twitter, vous inscriviez dessus et après vous pouviez suivre des gens, ils pouvaient vous suivre. Et les gens de Twitter se rendaient compte qu'en fait, les gens s'inscrivaient sur Twitter et en fait, ils laissaient tomber assez rapidement. Qu'est-ce qu'a fait Twitter? Vous vous inscrivez, vous êtes obligé de suivre 5 comptes. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas terminer votre inscription sans suivre 5 comptes. Ça fait quoi? Ça fait que chaque fois que vous allez vous loguer, vous allez avoir des notifications parce que vous suivez des gens, ils ont publié des trucs. Et donc ça fait de la rétention, les gens vont revenir parce qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est un peu quand vous avez un 1 sur votre téléphone, sur WhatsApp, Facebook ou message, hein, c'est un truc de ouf, mais vous pouvez pas vous empêcher de cliquer, c'est ce qu'on appelle du nudge marketing. Vous allez cliquer, vous savez que vous avez une récompense parce que vous avez vu un message ou une notification. Référal, PayPal offrait 10 $ pour tous les amis qui s'inscrivaient. Ça leur a coûté très cher, mais ils sont toujours là. Et Uber qui offrait 20 $ sur la première course parce qu'ils savaient que vous allez rester captif longtemps. Donc ils offrent 20 $ parce qu'ils savent que pendant 5 ans, vous allez utiliser Uber, vous allez claquer, 500 balles. Et du coup, 20 $, ça leur coûte rien. Le gros hacking, pour la méthode, c'est on se fixe des objectifs. Donc, avec le funnel AARRR, imaginons on veut augmenter le nombre de prospects de 10%. Donc au niveau de l'activation, c'est-à-dire qu'on avait tout à l'heure, 1000 visiteurs, on était à 30, et on aimerait augmenter de 10%, c'est-à-dire à 33 de gens qui vont soit acheter, soit laisser leur email, soit autre. Ça, c'est un exemple d'objectif. On peut aussi dire mon objectif, c'est d'avoir un taux de transformation de mes devis à 40%. On était à 25 et 30 tout à l'heure. Ou un autre objectif, c'est avoir 10% de clients en parrainage. Deuxième chose, formuler les hypothèses. Donc si je veux augmenter par exemple mon nombre de prospects, je peux proposer une landing page, donc une page web avec une checklist ou un guide. Je peux utiliser un outil de suivi des devis pour augmenter mes devis ou offrir un avantage aux clients qui sont référents et aux nouveaux clients acquis. Ça, c'est mes hypothèses. Après, je vais avoir des idées
pour prioriser mes hypothèses. C'est la méthode ICE, impact sur le business, avec le I. Le C, c'est le coût de mise en œuvre, et E, c'est l'effort. On est note de 1 à 10 sur les 3 items pour prioriser. On voit qui a le plus haut score. Parce que on peut facilement tomber dans bah ça coûte pas cher, je vais le faire. Ouais, mais ça prend beaucoup de temps et ça rapporte que dalle. Donc il faut penser à l'impact, au coût et à l'effort. Et ça vous permet de prioriser. C'est un peu comme une méthode qui est important et urgent. Après, on exécute les IT. Généralement, c'est sous forme de sprint. Ça peut durer 1 semaine, ça peut durer 2 semaines. Et on analyse les résultats, on optimise, on automatise ou on abandonne. Ce qu'il faut bien comprendre, enfin pour moi, sans vouloir faire de mal aux gens qui font de la communication, le marketing, c'est vraiment les chiffres, ou le commerce, c'est vraiment les chiffres, quoi. On peut améliorer que ce qu'on mesure. J'aime beaucoup cette phrase, parce que si vous ne mesurez pas combien vous avez de visiteurs, combien vous faites de devis, comment vous transformez, vous n'allez rien pouvoir améliorer. Donc il faut vraiment mesurer pour se dire j'améliore. On ne peut pas dire ouais, j'ai l'impression que j'ai un peu plus de business que le mois dernier. Bah non. Est-ce que tu as plus de business que tu as plus de visiteurs? Parce qu'on a parlé de toi, mais ça se trouve, tu ne sais pas. Est-ce que c'est parce que tu as amélioré ton nombre de transformations de devis parce que tu as un commercial qui est super en forme en ce moment? Il vous faut un tableau de bord. J'ai vu beaucoup de boîtes qui n'avaient pas de tableau de bord. Nombre de visiteurs, nombre de devis. Et il faut absolument ça pour s'améliorer. Tac. Alors, je vais vous montrer des exemples d'outils qui sont un peu ouf, je pense, pour faire chez vous ou dans vos boîtes des choses assez sympathiques. Le but, ça va être de vous montrer quelques exemples, vous présenter des outils et puis vous allez peut-être vous dire « Ah ouais ». Alors important, un outil ne fonctionne que s'il est bien utilisé. Ça ne fonctionne pas, c'est pas l'outil le problème, c'est la méthode ou le mec qui l'utilise. Une stratégie globale. Donc il ne faut pas se lancer dans les outils que je vais vous montrer en se disant ouais c'est super, je vais le mettre en place. Il faut plutôt penser général. Et chaque entreprise est unique. Donc vous n'allez pas pouvoir copier les méthodes du voisin parce que selon votre type de business ou vos clients, vous êtes tous différents. Ok. Alors. Drop Contact. Je crois qu'il y a déjà des gens qui l'utilisent, Drop Contact. Ici. Ouais. Toi, tu l'utilises? C'est bien. Tu peux expliquer ce que c'est? Ouais, c'est ça. Donc, en gros, vous allez rentrer nom-prénom dans Drop Contact et il va vous donner adresse, numéro de téléphone, email. Enfin, quand il le trouve. Ou vous allez rentrer l'email, il va vous donner nom-prénom. Il va vous dire si c'est un homme ou une femme. Il va vous donner le numéro de téléphone. Il va vous donner sa boîte. Il va vous donner peut-être son poste. Il va trouver toutes les infos sur une personne à partir d'une petite source de données. Et ils scrapent tout le web. C'est-à-dire qu'ils vont chercher partout et ils font LinkedIn, tout ce qui est public. En fait, que toi, tu vas taper le nom, mais en fait, son adresse email, si tu tapes, je sais pas, tu tapes moi, mon adresse email, elle n'est peut-être pas dans la première page de Google, elle est dans la 10e. Donc, toi, si tu as 1000 contacts à enrichir, ça va être chaud. Eux, ils font ça quasi instantanément, quoi. Ouais, c'est un abonnement, ouais, c'est vrai, je parle jamais des tarifs, mais on peut aller voir les tarifs. Alors, si tu as 1000 recherches, c'est 24 € hors taxe par mois. Ça va. Prospectine, on se le garde pour la fin. Tac. Ouais, j'en parle juste après. J'ai Hunter, moi, mais ouais. YouClick. YouClick, bah, la promesse, c'est bien parce que c'est en français. Arrêtez d'envoyer des messages qui font pas de vente. Vous en avez assez d'envoyer des milliers de messages dans vos campagnes marketing et d'obtenir un taux de clic inférieur à 2%. Ça, c'est un bon titre. Ça, c'est un très bon titre. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi votre message marketing ne fonctionne pas? Il est temps d'envoyer des messages personnalisés. Bon, en gros, que ce soit par email ou sur LinkedIn, vous allez pouvoir envoyer des messages personnalisés. Donc, il vous montre un peu avant.
Donc bonjour Vladimir, blablabla. Et après. Et en fait, ils mettent une photo avec le nom du gars. Donc forcément, le gars, il dit oh, il s'est fait chier à faire une image. Non, en fait, c'est tout automatique. Avec la Casa des Papel, donc c'est plutôt cool. Et par email, hein, ça marche aussi. Voilà, un email classique ici. Par exemple, Mathilde chez nous aurait pu envoyer ça. Et la diff entre ça et ça, c'est quand même pas mal. Atteindre l'impossible, Vladimir. T'es plus susceptible d'avoir un taux de réponse important et le gars va se dire c'est un peu plus personnalisé. Voilà. C'est tout con, mais c'est des trucs qui fonctionnent de ouf. Et c'est ce qui fait la diff aussi. Moi, je trouve que l'automatisation, le gros ou tous les outils que je vais vous montrer, c'est ça vous démarque en fait. Et vous créez une entreprise qui est un peu différente des autres. Et comme on est beaucoup soumis au même message, toutes les boîtes elles font la même chose et machin, ce type de choses, même si c'est automatisé, on a l'impression que le client ou le prospect a l'impression d'être un peu unique et de s'adresser ou d'être démarché par une boîte unique. On parlait d'email, mais vous avez beaucoup de vos emails qui peuvent tomber dans les spams. Et ça, c'est triste. En même temps, c'est bien, sinon on serait trop spammé. Alors évidemment, il y a des mecs qui ont inventé des trucs. Mailworm, alors il y en a d'autres. Faut beaucoup chercher en anglais, mais chauffeur de mail ou des trucs comme ça, vous allez trouver. Mailworm, c'est quoi? En fait, vous allez donner votre boîte mail à Mailworm. Et eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre le contrôle de votre boîte mail pendant un peu de temps, quelques jours, et ils vont envoyer, par exemple, 500 emails à des adresses email que eux contrôlent. Avec votre boîte mail, ils envoient 500 emails à des boîtes que eux contrôlent. Ces 500 boîtes email vont vous répondre. Ça permet de faire quoi? Ça permet de dire à tous les serveurs email, Gmail, Outlook, machin, je spamme pas, regardez, j'ai envoyé 500 emails, les gens me répondent. Donc quand vous allez envoyer encore 500 emails ou 100 emails, ils vont pas tomber dans les spams parce que les serveurs qui vous mettent en spam disent cette adresse-là est bonne puisqu'elle envoie un email, on lui répond, il y a des conversations entre robots qui s'organisent. Ça vous évite le spam. Et le spam coûte cher à la planète et aussi à vous. Parce que vous pensez avoir touché quelqu'un, vous dites putain mon mail il marche pas, mais en fait non, c'est juste vous êtes en spam et les filtres anti-spam sont bons. C'est clair pour ça, ouais? Ouais. Ouais, en fait, le pire truc, c'est d'envoyer depuis support arrobase, je sais pas quoi ou marketing arrobase machin. Tu vois, nous, on avait, je sais plus, c'était Mathieu. On n'avait pas de Mathieu dans notre boîte, mais c'est Mathieu qui envoyait tous les emails marketing. Mathieu arrobase machin. Parce que bah, ça passe mieux, c'est un prénom. Et forcément, si tu mets dans ton titre d'email, je sais pas, devenez riche, bon bah direct, t'es en spam. Voilà. Donc il y a aussi des best practices. Là, ils te le disent aussi. Tu as aussi des outils en ligne où tu vas copier ton email, écrire le titre, le machin, le contenu. Ils vont te dire ton email, il n'est pas assez précis. Ou il y a un chiffre, ou il y a trop de lettres capitales pour qu'il n'aille pas en spam, encore une fois. Donc tu peux aussi faire ça. J'essaie de pas trop aller dans les détails, mais si vous voulez aller dans les détails, on pourra. Zapier, quelqu'un connaît Zapier, ouais. Vas-y, vas-y, au fond, ou ouais, vas-y, au fond, comment tu l'utilises? Tu l'utilises pas. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Zapier, c'est un outil de ouf, hein, enfin, franchement, c'est tellement ouf que des fois tu te dis putain, mais comment je vais l'utiliser? Moi, Zapier, je l'utilise. Si vous prenez rendez-vous avec moi sur Calendly, qui est un outil qu'on va voir juste après, vous allez renseigner votre email, votre numéro de téléphone. Et moi, dans mon téléphone, Calendly est connecté à Zapier. Zapier est connecté à mon compte téléphone. Et donc, dès que vous prenez rendez-vous, j'ai un contact qui s'ajoute dans mon téléphone. Ça, c'est possible. Imaginons, vous avez envoyé un devis en ligne, quelqu'un le signe.
vous pouvez connecter votre devis signé avec votre commercial et la réservation d'un hôtel et, l'envoi d'un colis à la poste à ce client qui vient de signer. Tout est connectable. C'est-à-dire que ça fonctionne un peu pour les devs là, qui sont dans l'informatique. Zapier ou Integromat, c'est... ça, c'est du langage d'informaticien. Si if then this that. If then en anglais, ça veut dire si il se passe ça, then that, alors on fait ça. Donc en gros, moi, à chaque fois que j'ai quelqu'un qui prend rendez-vous avec moi, ça m'envoie le numéro de téléphone. Vous pouvez vous dire, chaque fois que j'ai un prospect qui renseigne la landing page, par exemple, eh ben, j'envoie ce prospect au commercial qui n'est pas en vacances. Comment il sait qu'il n'est pas en vacances? Parce que vous avez connecté Zapier à l'agenda de toute votre équipe. Et donc, ça fait, si j'ai un prospect qui s'inscrit, alors je check l'agenda de toute mon équipe et j'envoie à ceux qui ne sont pas en vacances le prospect. Et je mets un message sur Slack qui est une messagerie ou Google Hangouts, pour dire à tout le monde, on a un nouveau prospect. Et j'affiche un Wahoo sur la télé connectée du bureau. Tout ça est possible avec Zapier. Vous pouvez tout faire. Il fonctionne avec Drop Contact parce que tout fonctionne en API. Mais il fonctionne avec tout, avec WordPress, avec Facebook. Si vous voulez, imaginons, dès que vous avez un commentaire Facebook, vous souhaitez notifier quelqu'un de votre équipe. C'est possible. Dès que vous avez un nouveau follower sur Instagram, vous souhaitez le suivre en échange. Je ne sais pas si on dit comme ça sur Instagram, j'ai pas Instagram, mais voilà. Dès qu'il y a quelqu'un qui s'inscrit sur votre site internet, vous souhaitez envoyer un message personnalisé ou le contacter sur LinkedIn et vous abonner à son Twitter. C'est possible aussi. Ouais. Ouais. Non. Enfin oui. Il faut passer beaucoup de temps, c'était ma slide avant, à écrire la machine à prospect, la machine à lead, la machine marketing. Là, ouais, il faut y passer du temps. Par contre, une fois que tu as écrit tout le scénario du film, faire le film avec les outils et tout, ça prend pas beaucoup de temps. L'important, c'est de se dire, voilà, j'ai un site internet, je veux des prospects, je vais faire de l'inbound, je vais avoir un formulaire. Le formulaire, je veux le connecter à ça et à ça et à ça. C'est là où il va y avoir des débats. Et à chaque étape du truc, je veux dire, je veux 10% de taux de conversion, machin et tout. Sur mon tableau de bord, tu vas construire ton tableau de bord, tu vas mettre toute la machine en place, enfin réfléchir à toute la machine et après la mettre en place. Mais réfléchir doit prendre beaucoup plus de temps que la mise en place. Zapier, si tu veux faire un peu ce que j'ai dit là, franchement, ça va te prendre, je sais pas, 1 heure et demie max, quoi. Parce qu'en fait, Zapier, il va faire quoi? J'en ferai bien, mais je ne sais pas si je suis connecté et tout. En fait, il va te dire, vas-y, on se connecte à Google. Donc, tu vas te connecter à Google. Tu vas te connecter à Facebook, donc Facebook. Et je sais pas, tu vas vouloir connecter Facebook à... je sais pas, on va faire LinkedIn, tiens. Je sais pas si ça peut fonctionner, mais pourquoi pas. Facebook. Donc, tu connectes ton Facebook perso. Tu connectes ton LinkedIn perso à Zapier. Et ce qu'on veut, c'est chaque fois que tu as quelqu'un qui s'abonne à ta page, donc ta page Facebook Pro, tu t'es inscrit avec ton perso, avec ton pro, ça c'est ton LK perso, ton Zap, ça s'appelle un Zap. Tu dis chaque fois que j'ai un nouveau, comment on appelle ça, un nouveau fan, je suis pas très réseaux sociaux. Hein. Chaque fois que j'ai un nouveau fan, je veux chercher ce fan sur LinkedIn et l'ajouter à mon réseau. C'est pas mal ça. Tu veux aller sur Zapier, tu connectes tes deux trucs, franchement ça se fait en 2-2.
Donc ça prend 5 minutes de connecter, même ça, 5 minutes, ça prend 30 secondes, mais je dis 5 minutes si c'est la première fois. Parce qu'en fait, il t'ouvre une autre fenêtre en pop-up, tes trucs, tes mots de passe, il est déjà enregistré, tu cliques, c'est bon. Et après, Zapier va te dire, ok, tu veux faire quoi? Donc tu vas dire, je vais utiliser Facebook. Ok, et c'est quoi le si? Et il va te proposer plein de si. Donc une liste déroulante. Et tu vas dire, si j'ai un nouveau fan sur cette page. Ça va te prendre à peu près 30 secondes. Et il va te demander, alors. Et là, tu vas choisir LinkedIn. Et dans LinkedIn, tu vas dire, bah, je veux chercher cette personne et l'ajouter à mon réseau. Donc toi, tu as 2 alors. Première étape, le premier alors, c'est chercher cette personne sur LinkedIn. Donc là, il va extraire le nom et le prénom de Facebook, il va les mettre dans LinkedIn, il va chercher, et s'il tombe sur quelqu'un qui match, il va l'ajouter à ton réseau. Donc c'est une opération en 3 étapes. Alors, c'est si j'ai un nouveau fan Facebook, alors je cherche sur LinkedIn. Si je le trouve, alors je l'ajoute. Mais franchement, ça prend pas longtemps. Essayez, c'est gratuit. Hein. C'est gratuit. Enfin, c'est gratuit 14 jours ou c'est gratuit pour des apps faciles. Mais franchement, vous pouvez vous amuser à faire un truc tout con. À chaque fois que je reçois un email, j'envoie un SMS à un ami. Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais juste tester. Non, zéro connaissance technique. Ouais. Non, c'est zéro truc. Je sais pas si je suis logué, moi. Ouais, oui. C'est pas faux. Ouais, putain, j'y pense jamais, moi. Mais oui, faut un peu parler anglais. Ouais, non, c'est vrai. Welcome back. Je sais pas si j'ai mon... Ouais, c'est niqué. Ouais. Non, je vais pas vous montrer. Integromat fait la même chose. Vous voyez, euh, chaque fois que j'ai un Google Sheet qui est mis à jour, j'envoie un email. Vous avez un Google Sheet où, je sais pas, des gens participent. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui le remplit, vous recevez un email pour savoir qu'il y a quelqu'un qui a rempli. C'est un exemple. Voilà, enfin, il y a 1000 trucs à faire. PandaDoc. Alors, PandaDoc, c'est un peu comme DocuSign ou des trucs comme ça. Vous en avez d'autres. J'ai mis celui-là parce que c'est celui qu'on utilisait. Et là, on va voir tout l'intérêt de bien utiliser un outil ou de faire le petit plus. PandaDoc, c'est un truc qui vous permet de faire des documents en ligne, que ce soit des devis, des propositions de dossiers. Ça peut être ouais, devis, proposition de dossier. Enfin, j'en sais rien. Moi, il y a tout plein de choses que vous pouvez faire avec PandaDoc. C'est vraiment un truc de fou. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez faire votre devis ou vos images. C'est vraiment très intuitif de faire tout ça. Ça peut être un catalogue produit, ça peut être une agence web. Elle va proposer un nouveau site web et elle va envoyer le dossier via PandaDoc. PandaDoc, nous on l'utilisait pour faire les devis. C'est-à-dire qu'on avait notre CRM qui était connecté à PandaDoc. Donc quand on était dans le CRM, on disait je veux faire un devis pour cette personne-là. Ça ouvrait PandaDoc, ça mettait toutes les infos de notre client. On n'avait plus qu'à dire quel produit on voulait. L'avantage avec PandaDoc, c'est que vous pouvez mettre des vidéos. Vous pouvez obtenir la signature en ligne. Et vous pouvez vraiment personnaliser, ça peut même calculer votre marge et votre client peut aussi modifier lui-même le devis. Alors comment tout ça est possible? C'est parce que en fait, votre prospect va recevoir un email. Il va dire Vincent vous a envoyé un devis. Ça va être ça le titre de l'email, vous pouvez tout à fait le modifier. Vous allez cliquer et en fait ça vous emmène en ligne. Donc il n'y a pas de PDF attaché. Ça vous emmène en ligne ou ça vous affiche votre devis avec un chat à droite. Et c'est pour ça que vous pouvez avoir la vidéo. Parce que moi, je vends des imprimantes 3D à 100 000 balles. Ah, tu mets la vidéo dans le devis, le gars, il a la présentation de vidéo. En plus, on peut mettre des annexes. Donc moi, je mettais manuel, contrat de garantie, contenu de la formation lié à l'imprimante. Donc tu vois, c'est un truc de ouf par rapport à quand on voit un devis avec plein de PDF et tout. Là, tu as tout. Et c'est super design et tu fais comme tu veux. Et donc ça, c'est très bien. Le truc aussi, c'est que ça relance automatiquement. C'est-à-dire que vous allez pouvoir dire, moi, mon workflow, c'est une séquence.
Je veux le relancer à 7 jours, à 21 jours, avec des emails différents. À 7 jours, c'est votre devis vous attend, ce qui est très mauvais comme titre d'email. Et à 21 jours, ça va être plus que 7 jours pour signer votre devis. Donc ça, c'est cool. Donc ça fait tout ça. Et un truc qui était... Enfin, deux trucs qui sont bien. Le premier, c'est que tu sais quand le gars, ou la nana, je suis désolé, je dis toujours le gars, il a ouvert l'email. Et en fait, entre quelqu'un qui bosse dans une boîte, qui fait un peu le truc old school, et quelqu'un qui bosse dans une boîte qui utilise cet outil-là, les deux vont envoyer leur devis à 8h du mat le lundi. Sauf que le commercial qui bosse dans la vieille boîte va rappeler le mardi matin. Mais le commercial qui bosse dans la nouvelle boîte sait que son devis n'a pas été ouvert, et il a été ouvert mercredi matin. Donc il va rappeler mercredi fin de matinée, mercredi début d'après-midi. Le commercial, il va se prendre de la vieille boîte, il va se prendre un bâche. Bah non, je suis désolé, j'ai pas eu le temps. En plus, hier, j'étais en congé ou j'étais au docteur, donc je suis désolé, mais j'ai pas eu le temps. Déjà, t'es un peu énervé que le gars te fasse chier pour savoir si t'as consulté son devis. Alors que l'autre, il dit ah bah, je l'ai ouvert ce matin. Bah ouais, je sais bien, parce que enfin, c'est écrit, tu vois, à quelle heure tu l'as ouvert. Truc de ouf, PandaDoc peut même vous dire, à vous, commercial, combien de temps la personne a passé sur votre devis. Est-ce qu'elle a passé 1 minute? Est-ce qu'elle a passé 2 minutes? Et encore mieux, combien de temps elle a passé sur chaque page du devis? Est-ce qu'elle a passé 1 minute sur la première page? Bah ouais, c'est la présentation de votre boîte. Elle a lu la présentation de votre boîte. Mais elle a passé 5 minutes sur la page de description de votre produit principal, parce qu'il y avait la vidéo peut-être. Elle a passé 30 secondes sur le prix, mais par contre, elle a passé 8 minutes sur votre contrat de garantie et de service. Le commercial sait d'avance qu'il faut qu'il parle du contrat de garantie et de service au téléphone. Tout le reste est à peu près passé crème. Ça fait sens? Vous en pensez quoi? Vous connaissiez? Ça vous dit ah ouais, c'est cool. Est-ce que ça va vous servir? Deuxième truc, j'ai dit qu'il y en avait deux. Ce qu'on a beaucoup aimé, c'est le fait de laisser un commentaire. Parce que des fois, le commercial, il envoie le devis et le mec, lui, ne l'ouvre jamais. Donc, c'est un peu chiant. Et donc, ce qu'on faisait, tu as la possibilité de commenter dans le chat du devis, de mettre n'importe quoi. Bonjour Jean-Michel, est-ce qu'il y a un souci avec le devis? Ou ouais, j'ai fait ça, mais vous pouvez passer la quantité de 2 à 3 si vous voulez. Quand vous faites ça, c'est là où c'est malin. Ça envoie un email à la personne qui est concernée par le devis, mais ça lui dit pas Vincent a écrit souhaitez-vous passer la quantité de 2 à 3? Beaucoup plus malin que ça. C'est comme votre téléphone qui vous affiche un Facebook. Ça envoie un email qui dit Vincent a laissé un commentaire sur votre devis. Est-ce que vous comprenez à quel point c'est ouf, ou il n'y a que moi que ça rend ouf ce truc? Parce que forcément, le gars il dit oh putain, il a laissé un commentaire sur mon devis. Tu cliques, tu vas voir le devis, alors que tu l'avais pas vu. Tout con, magique. C'est la différence entre quelqu'un qui va utiliser le truc de base, il va envoyer pour signer, et quelqu'un qui va aller voir tout ce qu'il est possible de faire. PandaDoc. Il y en a d'autres, hein, mais PandaDoc est bien. Phantom Buster, ben, on rentre dans un truc un peu brutasse, mais c'est bien. Donc là, c'est un peu Zapier, mais différent. Enfin, c'est des apps qui se connectent pas forcément entre elles, mais qui sont déjà prêtes pour certains types de trucs marketing. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Mais en gros, vous allez pouvoir faire... Ça, c'est des exemples. LinkedIn Profil Scrapper, ça va extraire toutes les données. Par exemple, vous tapez architecte Le Mans, et il va extraire nom, prénom, photo, et email, s'il trouve, dans une base de données. Autofollow. Donc pour Instagram, c'est-à-dire que vous allez suivre des gens où ils vont vous suivre et vous avez follow back, machin, tout ça. Ça c'est pareil, c'est un robot qui le fait pour vous.
Twitter, c'est la même chose. Sales, c'est la même chose. Bon, les trucs que je trouve bien, c'est plutôt pour le B2C, ça. Donc, vous voyez que c'est très réseaux sociaux, mais euh, Facebook, je vais vous montrer un petit peu. Facebook, vous allez pouvoir extraire aussi des groupes Facebook. Ou par exemple, si vous êtes dans le B2C et vous vendez des pièces de collection pour voitures anciennes. Il y a plein de groupes Facebook qui sont des fans de MG ou fans de vieilles caisses. Vous allez pouvoir extraire les gens du groupe, nom, prénom, machin et tout ça. Vous les mettez dans Drop Contact, qui est le truc du début qu'on a vu. Ça va vous sortir des emails, des numéros de téléphone, des profils LinkedIn. Et vous allez potentiellement pouvoir, après, soit les contacter en direct, ce qui est à mon avis un peu mauvais, mais ou soit faire de la pub que pour eux. Parce que vous avez déjà leurs coordonnées et leur base. Donc vous allez pouvoir dire à Facebook, moi je veux faire de la pub, mais que pour eux, parce que je les connais déjà. Et donc vous allez pouvoir traiter des données ou extraire des données ou automatiser des choses avec Phantom Buster. Vous voyez qu'il y a TikTok, il y a plein de trucs. Enfin, tout ce que vous pourriez faire à la main et qui vous prend beaucoup de temps, vous allez pouvoir l'automatiser. Quelle heure? 10h08. On a jusqu'à quelle heure, Fred? Je sais plus. 10h30, c'est bien. Phantom Buster, PH. Hotjar, rapidement, c'est quelque chose qui va vous montrer ce que les gens ils font sur votre site. Où est-ce qu'ils cliquent? Où est-ce que va leur souris? Vous voyez là, c'est en fait ma souris. Est-ce que les gens ils passent leur souris ici? Est-ce que quand ils sont sur votre page internet, ils vont jusqu'en bas? Est-ce qu'ils restent en haut? Combien ils visitent de pages, etc. etc. Ouais, c'est un peu... disons, quand tu as une boîte de 5 personnes, tu n'utilises pas ça. Mais quand tu as 15 personnes, ça peut être bien. Calendly. Tac. J'ai un souci de vidéo. Donc Calendly, c'est de la prise de rendez-vous automatique. Ça, c'est le mien. D'ailleurs, si vous voulez prendre rendez-vous, c'est gratuit, hein, c'est juste pour discuter. Je vends rien. Et si vous avez des problématiques particulières que vous n'avez pas envie d'évoquer ici, mon Calendly, il est sur mon LinkedIn, d'ailleurs. Moi, j'ai des créneaux que le jeudi, mais vous avez une page comme ça. Donc nous, nos commerciaux, ils avaient ça. Mathilde, elle avait ça, l'assistante des ventes. Donc quand vous faites de la prospection du machin, on prend rendez-vous. Vous donnez votre calendrier. Ça fait quoi? Ça fait que vous n'avez plus d'efforts à faire pour caler des dates entre l'agenda de votre prospect et vous. Il arrive sur votre page, il prend rendez-vous quand lui il veut, en fonction de vos dispos. Et il va recevoir un email de confirmation, un lien pour une visio, etc. Et un rappel de SMS 1 heure avant votre rendez-vous, etc. Enfin, c'est vraiment ouf par rapport à la méthode old school qui est vous êtes dispo jeudi, attendez, je vous envoie un email, il faut 10 emails pour prendre un rendez-vous, c'est un truc de ouf. Et bien évidemment, quand on propose de prendre un rendez-vous dans notre agenda, on a l'impression qu'on dit à notre prospect, ouais, c'est moi le boss parce que tu prends rendez-vous dans mon agenda. Donc il faut bien l'amener par email. C'est trouver le meilleur créneau pour vous en suivant ce lien. On ne parle pas de mon agenda, prends rendez-vous avec moi, je suis le boss, je suis le commercial. C'est trouve le meilleur créneau pour toi pour prendre rendez-vous parce que je veux que tu sois heureux, tu es mon prospect. Il faut faire attention à comment c'est utilisé. Très simple, hein, la personne arrive là. Alors voilà, moi c'est 60 minutes meeting, ça s'appelle. Le 24 du coup. À 9h. Je confirme. Je prends rendez-vous avec moi-même. Rentre les coordonnées. Google Meet. Confirmer l'événement. Et c'est fini. Et là, mon moi va recevoir un message de moi en me disant que j'ai rendez-vous avec moi-même. Et je vais m'auto-rappeler que j'ai un rendez-vous avec moi-même cette semaine, jeudi. C'est ouf comme outil. Hunter, tu disais mail, je sais pas quoi tout à l'heure, Julien. Si je veux connaître l'adresse email de à peu près n'importe qui a une boîte un peu... qui a une boîte. Je vais taper carrefour.fr.
Donc par exemple, vous n'utilisez pas Drop Contact et machin. Vous avez un gars sur LinkedIn, c'est responsable de la centrale d'achat de Carrefour pour les fruits et légumes, et vous êtes producteur de pommes. Et vous aimeriez bien avoir son email. Vous pourriez, parce qu'il n'est pas souvent sur LinkedIn ou il ne répond pas à vos messages sur LinkedIn. Vous tapez carrefour.com. Ça vous dit quoi? Ça vous dit que le most common pattern en français, c'est le... C'est très clair pour moi. Hein. Voilà, le modèle le plus commun, c'est... Putain, on voit rien en fait. Il y a écrit first _ last @carrefour.fr. En français, prénom _ nom @carrefour.fr. Donc par exemple, on voit que le premier c'est Frédéric _ Doncel @carrefour.fr, machin. Ça veut dire que si vous, c'est Patrice Dupont, ce sera Patrice _ Dupont @carrefour.fr. Comment Hunter sait ça? Simplement, il a trouvé 17 adresses email de gens qui travaillent chez Carrefour qui ont laissé quelque part sur Google leur adresse email. Et à partir du moment où il en trouve 17 où c'est prénom _ nom, il se dit qu'il y a de fortes chances que ce soit la même chose. C'est un outil gratuit, ouais. Il fait d'autres choses, hein, mais Makershop, c'est une de anciennes boîtes. Là, il ne trouve pas parce qu'on n'a pas laissé de choses. Vous voyez, il y a ICS et en fait, c'est support, contact et info. Ça veut dire que dans cette boîte-là, qui est mon ancienne boîte, il n'y a personne de la boîte qui a laissé son adresse traîner sur makershop.fr, sur Google. Quelqu'un veut vérifier une entreprise? J'entends pas. BETC.quoi? .com? Comme ça? Ah, shit! Non, en fait, il me dit que j'ai atteint ma limite quotidienne. J'ai un VPN et je pourrais te donner la réponse, mais le temps de faire tout ça, ça va être un peu... Mais sur ton téléphone, tu vas trouver tout de suite. Et BuildWiz, ça c'est plutôt pour les agences web. C'est un outil qui vous dit... on peut faire betc.com. C'est un outil qui vous dit avec quoi sont construits les sites et les choses qu'ils utilisent. Donc je sais que betc.com, visiblement il a une chaîne YouTube où il utilise YouTube. Et il est hébergé chez One and One. Bon, il n'a pas de CRM, il n'a pas de page Facebook, il n'a pas de page Twitter. Je me trompe? Ça va vous dire, par exemple, ce site-là, il utilise un CRM. Quel type de CRM? C'est un site WordPress ou c'est un autre site? Ou chez qui il est hébergé? Ou quel outil marketing il utilise? C'est intéressant pour qui? Les développeurs web, les agences web. Je suis une agence web du Mans. Je veux voir tous les sites des boîtes du Mans qui sont chez WordPress ou qui ne sont pas chez WordPress et qui n'utilisent pas de CRM. Je vais leur vendre un nouveau site WordPress et un CRM. Et avec ça, c'est facile. Ah, que des sites, ouais. BuildWiz, BUILTWITH. Ah ouais. Je le vois pas ici. Peppers. Là, encore une fois, c'est un bon exemple de se dire, tiens, il y a un outil, ah ouais, c'est cool. Et l'étape d'après, quand on a des oreilles et des yeux un peu plus développés, on se dit, putain, c'est un truc de ouf. Peppers, c'est toute l'info des entreprises. Je vais taper une entreprise. Une entreprise porte. Qui est basée à Paris. Donc vous pouvez taper n'importe quel nom d'entreprise. Je ne vais pas taper de nom d'entreprise ici parce qu'on va obtenir beaucoup d'informations pas confidentielles puisqu'elles sont publiques, mais en fait le gouvernement a une politique de open data. Ça veut dire qu'avant, vous alliez sur société.com et vous obtenez le chiffre d'affaires, le résultat net, le nom, l'adresse du dirigeant, son âge, son nombre de boîtes,
et vous pouviez accéder au statut, numéro de TVA et tout. Bah là, je vois que l'entreprise porte, elle est en redressement, donc peut-être une autre entreprise un peu plus récente, je ne sais pas. On va essayer d'aller. J'en sais rien moi. Super U quelque chose. Super U Rochadis. Donc là, je peux télécharger les statuts de Super U Rochadis. Les vrais statuts. Hein. J'ai la signature du président. Ok. Ça, c'est gratuit. Voir les comptes. Tac. Donc j'ai les comptes ici. Il publie ses comptes, donc on est obligé normalement en France. J'ai les établissements, j'ai le président, j'ai les statuts, j'ai les comptes 18, 2017, 2016, les documents juridiques. Ils ont fait un procès verbal modifié le dirigeant en 2010. Voilà. C'est gratuit. Mais sociétés.com sont en train de changer leur modèle. Parce que société.com, ils te mettaient numéro de TVA, appelez tel numéro. Alors qu'un numéro de TVA, en final, tu le devines en 2-2. Tout ça a été payant sur société.com, très peu cher, mais forcément, il faut payer des serveurs, il faut payer des machins. Mais là, c'est tout gratuit. Et on m'en a donné un autre lundi. Le modèle économique, c'est de faire tout gratuit. Et après, de te faire comprendre que c'est toi le produit parce que tu vas acheter des données. Ils vont te vendre des trucs un peu plus complets. Et ils vont vendre justement ce dont on va parler juste après. Et qui, pour moi, quand je vois ça, je me dis, c'est un outil ouf, non pas parce que je peux avoir l'info de tout le monde, mais parce que je peux automatiser un certain nombre de choses. Alors, je vous montre le deuxième outil qu'on m'a donné, s'appelle LegalTile. Ça a frisé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Au secours. Et non, il clignote. Il clignote rouge. Il clignote. Tu veux que je le débranche et que Là, il est au blanc clignotant. L'exécuteur. Picture. Et après, quand il est rouge, il faut que je rappuie dessus, hein, c'est ça? Ok. Il dit, il est blanc fixe. Il est rouge fixe. Ok. Ah oui. C'est bon? Hop là. LegalTile, qui est comme Papers, où vous allez pouvoir avoir analyser les sociétés, donc c'est la même chose. Je suis désolé, ça bug un peu. La même chose. Que je connaissais pas et qui s'est lancé récemment. Alors, première chose, quand on est dirigeant d'entreprise, on se dit putain, c'est cool, je vais voir tous les trucs de mes concurrents, la boîte de mes potes, ou tiens, je vais voir comment sont les finances du PSG, je vais avoir tout ça. Autre façon de penser, c'est de se dire ma boîte vend du matériel aux dentistes, par exemple. Le code APE qui définit un dentiste, quand vous créez votre boîte, vous avez un code APE à créer. Par exemple, dentiste, ça va être 6712A. Ça, c'est le code des dentistes. Je peux créer un outil qui dit
sur Peppers, j'y vais tous les jours. Chaque fois qu'il y a un nouveau code 6712A, c'est à peu près ce que j'ai dit, je veux recevoir un email avec les coordonnées du nouveau cabinet dentaire qui vient de se créer. Avec Zapier, ça crée automatiquement un Google Doc courrier en tête. Je suis connecté à la poste, ça lui envoie un courrier avec mon catalogue, avec une lettre personnalisée. Là, c'est la différence entre « Ouais, c'est cool, il y a un outil, je pourrais avoir des chiffres d'affaires. » Et « Putain, c'est un truc de ouf !» Parce que je peux trouver plein de gens, quoi. Je peux trouver plein de gens. Une boîte de fusion-acquisition. Une boîte de fusion-acquisition, c'est une boîte dont le métier est de vendre des entreprises. Elle peut tout à fait dire tout. Je vais chercher sur Peppers automatiquement tous les jours. Alors déjà, tu le fais une fois, tu as une base de données. Et tous les jours, je veux connaître tous les boîtes dont le dirigeant a plus de 60 ans, qui font plus d'1 million de bénéfices et qui sont dans les Pays de Loire. Parce que moi, ma boîte de fusion-acquisition est dans les Pays de la Loire. Je veux vendre des boîtes dont le dirigeant va partir à la retraite et qui sont très rentables. C'est bon ? Ouais. Moi, les exemples que je t'ai donnés, j'ai pas besoin des chiffres d'affaires. Ah, sauf la dernière avec le million d'euros. Non, tu n'as pas de moyens. Tu as des moyens détournés d'estimer. Par exemple, nous, on avait nos concurrents qui utilisaient un outil d'avis vérifié. Donc, ça veut dire que les gens, après commande, reçoivent un truc pour laisser leur avis. Bah, tu peux tout à fait, toi, connaître ton nombre de gens qui laissent un avis, c'est 10%. Ça veut dire que si tu as 150 je sais pas, avis, tu as eu 1500 commandes sur les 12 derniers mois. Donc, tu peux te comparer à tes concurrents un peu comme ça. Et tu as des outils aussi comme Estimated Traffic qui te permettent de connaître le trafic estimé de tes concurrents. Ça va pas marcher en dessous de 1000, moins de 1000 par mois. Mais c'est aussi des moyens de te comparer. Et faire une commande chez eux aussi pour avoir le numéro de facture. Tu vois, à un mois. Ça, c'est aussi ce qu'on faisait. C'est bien. Tidio, c'est un outil de chatbot. Et le chatbot, il ne faut pas faire du chat en ligne. Dire que vous avez des chatbots, si vous êtes derrière en train de répondre aux gens qui vont sans cesse vous déranger le matin et le soir, et l'après-midi, c'est chiant. Un chatbot, c'est fait pour automatiser. C'est-à-dire qu'un chatbot bien réglé, pour moi, c'est je vends des services, je sais pas, RH. J'ai plusieurs pages. Qu'est-ce qu'on fait, qui sommes-nous, machin, et nos formations, par exemple. Et ben, quand la personne est sur la page nos formations de mon site internet, je veux que le chatbot s'ouvre et qui écrit souhaitez-vous prendre un rendez-vous de 15 minutes pour en savoir plus sur nos formations. Si le gars clique oui, ça l'emmène vers mon calendrier et il prend rendez-vous avec l'assistant commercial. Ça, c'est un bon chatbot. C'est un chatbot qui va aussi s'ouvrir si le gars visite la page tarif. Souhaitez-vous prendre rendez-vous avec nous? Ou si il va sur notre blog, on va lui dire souhaitez-vous télécharger notre guide machin, comme on a vu un petit peu avant. Donc c'est automatisé, c'est pas un chat où vous allez répondre. Super important parce que sinon vos équipes, en fait, ça vous limite dans ce que vous faites, ça vous dérange tout le temps. Par contre, il y a des bonnes manières de l'utiliser. Un mauvais chatbot, c'est un chatbot qui s'ouvre tout le temps sur toutes les pages avec le même message. Un bon chatbot qu'on a installé récemment, c'était une boîte qui fait de la compta pour les professionnels de santé. Professionnels de santé, les mecs les plus surbookés au monde, ils sont dispo le soir, donc quand la boîte est fermée, ou le week-end. Un bon chatbot qu'on a mis, il s'ouvre le week-end et le soir. Parce que le week-end, quand les dentistes ils se disent tiens, je vais changer de comptable, j'allais sur ce site-là, le chatbot s'ouvre, ils prennent rendez-vous pour le lundi à 8h15 du matin quand les équipes elles sont OK. Donc si tu n'as pas de chatbot automatisé, donc ça veut dire il est fermé le week-end parce que tu n'as personne pour répondre, s'il n'est pas automatisé, les gens qui visitent ton site le samedi et le dimanche, c'est fini. Et donc là, on les active, c'est le A d'activation avec un chatbot qui s'ouvre le week-end qui permet d'éviter de passer à côté des leads. Et je vais finir. Ah ouais, putain, j'ai même pas fait prospecting. Caller, rapidement. Caller, c'est incroyable parce que jeudi dernier,
J'ai été victime. En fait, moi, j'ai un téléphone où j'ai désactivé le répondeur. Ça veut dire que si vous m'appelez, mon téléphone est éteint, ça va vous dire j'ai pas de répondeur, vous pouvez pas laisser de message. Et si vous m'appelez et que je veux pas décrocher, ça va sonner pendant 1000 ans. Mais jamais j'ai un répondeur sur mon téléphone. Et il se trouve que la semaine dernière, jeudi soir, je reçois le tout premier depuis 6 ans message sur mon répondeur téléphonique. Ils ont utilisé ce système-là. C'était BNP, ça devait sans doute être une arnaque, hein, parce que je ne suis pas la BNP. BNP, oui, un problème sur votre compte, connectez-vous à ce site-là, enfin, arnaque. Truc de ouf. Caller, ça laisse un message sur le répondeur, directement sur le répondeur de vos prospects ou de vos clients. Sans appeler, sans faire sonner le téléphone. Vous téléchargez toute votre base de clients ou de prospects. Exemple, vous avez un magasin de tondeuses. C'est un peu léger l'hiver, le marché des tondeuses. Vous voulez un peu de bise. Vous allez prendre votre liste de clients. Vous avez 1000 clients. Vous avez leur numéro de téléphone portable. Vous rentrez votre base de données dans Caller, la liste de tous les numéros de téléphone portable. Vous allez enregistrer un message audio. Bonjour, c'est Jean-Michel de tondeuse.com. On est au mois d'octobre et on en profite pour vous appeler pour faire votre révision de tondeuse. N'hésitez pas à prendre rendez-vous directement sur notre site internet. On a mis un petit outil pour que vous puissiez prendre rendez-vous pour faire réparer votre tondeuse et choisir le montant de votre révision. Qu'est-ce qui vient de se passer? Moi, j'ai dit que je m'appelais Jean-Michel. Mais mon message, là, j'aurais pu l'envoyer à n'importe lequel d'entre vous. Vous auriez eu l'impression que c'était pour vous. Alors, je ne vous ai pas cité, je n'ai pas dit bonjour monsieur X, j'ai dit bonjour, c'est Jean-Michel de tondeuse.com. Et donc ça, je clique et je l'envoie à 1000 personnes d'un coup. Qu'est-ce qui vient de se passer? En plus, c'est que j'ai dit, vous pouvez faire sur notre site la démarche pour prendre rendez-vous. J'ai automatisé. Parce que si je l'envoie à 1000 personnes le mardi matin, tous ils me rappellent, on devient ouf. Donc j'ai automatisé aussi la prise de rendez-vous après. Ça marche pour vous? C'est ça que ça fait Caller, tout simplement. Mais ça marche aussi avec vos prospects, ça marche avec ce que vous voulez. Il me reste quoi? Bable, conversion. Ouais, bon, ça c'est. Et on peut finir sur Prospectine. Prospectine, qui l'utilise là? Ouais, ok. Bah, c'est bien. Tu veux expliquer ce que c'est là? Pourquoi tu l'utilises? Tu bosses pas à CCI? Non, tu m'as dit quoi? Tu bossais où? Élu municipal. Comment tu utilises Prospectine? Ah, ok, d'accord. Ah. Cool. Alors, il y a Pay & Co aussi qui l'utilise, non? Tu veux expliquer comment vous l'utilisez, ce que vous en faites? C'est nos commerciaux qui les utilisent pour prospecter sur LinkedIn auprès des chefs d'entreprise, directeurs ressources humaines. Ok. Je vais vous montrer comment ça s'utilise rapidement, très rapidement, parce qu'il est 10h30. 1000 possibilités pour utiliser Prospectine. Alors, il y a d'autres outils, hein, Prospectine. Il y a d'autres outils que ça. Mais imaginons que je veux des DRH, parce que je vends de la formation RH. Ça pourrait être, je cherche des investisseurs. J'écrirai investisseur, je cherche des développeurs web pour recruter, je taperai développeur web. Je cherche des ingénieurs impression 3D parce que je vends des imprimantes 3D, je tape ingénieur en impression 3D. Donc je tape DRH juste pour l'exemple. Je veux des personnes DRH. Je veux le lieu, je vais mettre Le Mans. Le Mans, ok. J'affiche les résultats. J'en ai 158 DRH au Mans. Et ces gens-là, potentiellement, j'ai envie de les contacter. Donc, Prospectine, c'est un petit truc qui s'installe. Pareil, ça doit coûter, je sais pas, 300 € l'année ou un truc comme ça.
J'ai créé une campagne. J'en ai mis des trucs, DRH. Et je vais exporter à 20 profils. Je le fais rapidement, je suis désolé. Et je valide. Là, ce qui va se passer, c'est que cet outil va extraire les noms, prénoms, les posts, les machins de LinkedIn pour me les mettre dans une base de données. Je vous montre ce que ça donne du côté prospecting, du coup. Ouais, ça scrape. Scraper, ça veut dire extraire les données. Je vais dans mes campagnes. Je vais prendre ma campagne DRH Pays de la Loire. Alors, comme je l'ai déjà fait, il n'y en a pas 20, il y en a 100. Et je veux faire une demande de connexion. Donc, ce que je fais, c'est que j'ajoute une note. Ah, je ne peux pas écrire avec le micro. Je suis obligé de le poser. Donc j'écris bonjour et je clique sur prénom. Et en fait, ça va mettre une balise et ça va écrire prénom, mais prénom est remplacé par le prénom de la personne. Je suis moi aussi dans le domaine RH et cherche à étendre mon réseau. On peut mettre votre profil m'a semblé intéressant. Voilà, c'est un très mauvais message parce qu'il faudrait y réfléchir un peu plus de 5 minutes. Mais voilà, bonjour, votre profil m'a semblé... Je parle de toi parce que toi, tu es important et tu m'intéresses. C'est pas je. Et limite, il ne faudrait pas qu'il y ait je et cherche à étendre mon réseau, il faudra oublier le je. Je suis dans les RH, j'ai trouvé votre profil intéressant et j'ai envie d'augmenter mon réseau lié à ce domaine RH. Ça, c'est un bon truc. Je sélectionne toutes les personnes là. Bon, je vais sélectionner que Lise et Fabienne. Tac. Et je vais cliquer sur enregistrer et envoyer. Voilà, je peux pas faire envoyer. Et après, je vais avoir ça qui va venir dans ma liste d'attente. Et Lise et Fabienne vont recevoir mon message de manière absolument automatisée. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait plein de choses. Mais en gros, le prérequis à ça, c'est d'avoir un bon profil LinkedIn. C'est-à-dire si moi, je vends de la formation RH et je mets commercial chez RH Formation, peu importe vous utilisez prospecting et tout, ça va marcher. Parce que moi, je suis RH, je vois un commercial qui vend des formations RH, il peut mettre le plus beau message LinkedIn, je n'ajouterai pas. Donc il faut aussi que vous ayez un bon profil LinkedIn. Exemple de bon profil LinkedIn. Clément. Alors c'est des gens avec qui j'ai fait des calls, forcément. Clément, avant, c'était CEO et ingénieur chez Silester. Si moi, je vois très rapidement passer Clément, je ne sais pas ce que c'est Silester. CEO, ça ne veut rien dire. Donc, je ne sais pas ce qu'il fait. Comment rendre ça un peu plus fun? Il est créateur de packaging innovant, donc direct, je sais ce qu'il fait. Et responsable à Silester. Ouais, il est plus CEO. Et ça, j'ai envie d'ajouter, parce que ça me donne envie. Vous voyez, tous ceux à droite, là, ils ressortent pas beaucoup. Ça ressort. Quelqu'un qui a Nicolas. Ah. Nicolas Baudry. J'aide les organisateurs d'événements à créer une ambiance super conviviale en présentiel et en distanciel. C'est déjà un peu plus commercial, c'est un peu plus dangereux. Mais il faut avoir une bonne page LinkedIn si vous voulez utiliser prospecting. Si vous mettez commercial, ça ne marchera pas. Qu'est-ce que vous permet prospecting? C'est simplement, vous allez ajouter plein de gens à votre réseau. Le but, c'est d'ajouter un maximum de gens, donc le maximum de vos prospects en leur disant votre profil m'intéresse, blablabla. Blablabla. Donc ça, c'est le jour 0, vous ajoutez. Jour 10, vous allez avoir 30% de 1000, 30% de 100. Donc vous allez avoir 30 personnes qui ont dit oui. La condition sine qua non pour que ça fonctionne, c'est que vous, une fois par semaine, vous mettiez un message dans LinkedIn qui soit pertinent pour tout votre réseau. Parce que vous les avez ajoutés avec un message qui dit « Ah, vous êtes fabuleux, j'ai envie de vous suivre ».
Mais il faut pas direct vendre. La personne vous ajoute, ah, au fait, je vois des formations du coup. Pourri. Donc il faut faire un peu de ce qu'on appelle du copywriting. Je vais essayer de faire très simple parce qu'il nous reste très peu de temps. Je vais vous en montrer parce que j'en ai plein dans mon réseau. Normalement. Alors, évidemment. Ouais, voilà. Toi, ça, c'est du copywriting. C'est comme vos articles, comme les articles de blog, ça te donne envie de lire, ça donne envie de voir plus, ça te donne envie de commenter. Je bosse avec une équipe en or, on s'embrouille jamais, pourtant c'est tout sauf un signal positif. Voici quelques mots de Nassim Tayeb sur le sujet, vous faites voir plus, blablabla, blablabla, blablabla. Voilà, il a 34 likes, 6 commentaires. C'est ça simplement du copywriting, c'est-à-dire que vous allez faire penser les gens à vous en mettant un message pertinent sur LinkedIn. C'est avec votre profil personnel, voilà ce qui s'est passé dans ma boîte, voilà ce qui se passe dans mon marché, mais qui fasse sens et où les gens se disent « Putain, il dit des trucs intéressants ». Pourquoi vous faites ça? Donc ça, vous faites ça pendant 20 jours. Ça permet quoi? Ça permet que tous les gens que vous allez ajouter, ils vont vous voir au moins une fois s'ils viennent sur LinkedIn régulièrement dans leur fil d'actualité. Qui vont se dire, cette personne-là m'a ajouté parce qu'elle m'aime bien, et moi, je me rends compte qu'elle poste du contenu pertinent. Pas pertinent sur votre boîte, on vend des formations RH. Savez-vous qu'en 2021, il est estimé que le marché RH et les formations a aidé 32%. C'est ça qu'il faut mettre sur LinkedIn. Vous le mettez une fois, deux fois, trois fois, cette personne-là va voir tous les contenus que vous postez. Et à J30, vous lui dites « Salut Jean-Michel ». Message privé LinkedIn. Salut Jean-Michel. J'ai pensé à toi, à vous. Nous avons sorti un super guide, un super livre blanc sur les tendances de la formation RH en 2021. Il est disponible à cette adresse. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as ajouté quelqu'un sur LinkedIn en lui disant « Vous êtes super ». Après, il a vu que toi aussi, tu étais super. Ça l'a rassuré. Et il a l'impression que tu es quelqu'un de bien. Et après, tu lui envoies un message LinkedIn en lui disant « J'ai fait un contenu, j'ai pensé que toi, ça pourrait t'intéresser ». Ce contenu, il envoie où? Il envoie vers la landing page. On a la description du guide et on a les coordonnées. Voilà comment on utilise bien Prospecting. Et ça coûte pas très cher. Et je finis en revenant à mon truc de base. Ouais, Wallaxy. Pour ceux qui sont sur Internet et qui n'entendent pas. Ouais, pas du tout. Mais il y a Wallaxy, ouais, c'est leur nouvelle mouture. Et c'est vrai qu'on a le droit qu'à ajouter 100 personnes par semaine maintenant sur LinkedIn. Parce que forcément, il y a des gens qui ajoutaient 1000 personnes par jour. Donc voilà, il y a des moyens aussi de contourner ça en ayant plusieurs comptes. Un mot pour les employeurs et pour les futurs employeurs et les employés, ça peut poser un gros problème, ce truc de prospecting ou n'importe quel outil qui ressemble. Pourquoi? Parce que si moi, je travaille chez JC, je suis commercial, j'ajoute prospecting plein de gens qui sont potentiellement clients de la boîte, mais c'est à mon réseau que je les ajoute. Demain, j'ai un concurrent qui m'appelle qui me dit « Ouais, ça te dit de venir bosser chez moi ?» Je pars avec toutes les données et tout le réseau. Donc, faut y penser au niveau du contrat de travail, il faut y penser en créant peut-être un LinkedIn spécial à vos salariés. Ah, voilà, c'est juste une aparté. Ouais. Ouais. Faut créer un compte pour l'occasion. Si tu utilises des outils comme ça. Parce que tu vas avoir beaucoup plus de volume, quoi. La réaction que vous pourriez avoir, c'est OK, mais je commence par où qui va m'aider à mettre ça en place? Bah, concrètement, le but, c'est pas que vous mettiez ça en place. Enfin, tout ce qu'on a vu, c'est que vous ayez ouvert les yeux et que peut-être vous vous disiez, mais c'est pas mal. Qui va écrire le contenu, machin et tout. Enfin, voilà, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Je vends pas de conseils à proprement parler, c'est-à-dire je fais des visios et j'aide à régler des problèmes. Donc,
pas tout faire, mais en tout cas vous inspirer ou essayer de vous aider, c'est possible. Donc vous avez le calendrier qui s'appelle Vincent Albert, et sinon mon adresse email si vous voulez faire une visio d'1 heure pour en discuter. J'espère en tout cas que ça vous a plu et que vous avez appris des trucs. Est-ce qu'il y a des gens qui ont appris rien? Tout le monde a appris quelque chose. Ok, bah ça me fait plaisir. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des remarques? Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a déplu? Je crois que c'est la dernière conf que je fais, parce que je l'ai fait 4, 5, 6 fois, celle-là. J'ai fait tout le Mans. Donc c'est la dernière. Donc si vous avez des choses qui vous ont plus plu ou moins plu, c'est aussi le moment de me le dire. Moi, mon modèle économique, c'est d'avoir créé une entreprise en 2013 et de l'avoir vendue en 2019. Et j'aurais bien aimé avoir plein de conseils, tu vois, quand j'ai commencé. Et comme on est parti un peu vite, ça a été difficile de trouver des conseils. Donc on s'est beaucoup auto-formé, on a beaucoup lu, beaucoup regardé des vidéos, beaucoup s'abonner à des newsletters un peu comme ça pour rester au courant. Et ça nous a bien aidé. Et maintenant, je me dis que ce qui me fait beaucoup peur pour les boîtes que je rencontre, qui sont vieilles ou jeunes, c'est qu'elles n'utilisent pas ça. Et ça, dans... Alors les écoles, enfin, à partir du moment où c'est pas enseigné en école, déjà, tu es un peu tranquille. Parce que les profs en école, ils doivent avoir 35 piges, 40, 50. Ils sont du marketing old school. Il faut faire une newsletter, il faut avoir une page Facebook, community manager, machin. Mais à partir du moment où les profs, je sais pas, dans 5 ans, ils vont changer, ils vont enseigner ça, c'est fini. C'est-à-dire que ça, tu peux t'en servir encore pendant 3-4 ans et espérer que ça te fasse fiou. Mais dans 3-4 ans, tout le monde va faire ça. Donc c'est trop tard en fait. Donc c'est ça qui m'embête le plus quand je discute avec des gens, c'est... Ouais, il y aura d'autres choses. Mais là, c'est vraiment un truc de ouf qui vous permet de prendre de l'avance et qui permet de faire décoller les boîtes et même potentiellement d'arriver sur des secteurs d'activité en utilisant ça, alors que personne ne l'utilise, d'arriver nulle part et de faire « c'est moi le boss ». Je sais pas, quelqu'un qui se met à automatiser les avis clients, les machins, les trucs, les prises de rendez-vous, qui fait un menuisier au Mans, qui se lance demain. Il prend un mois, il fait sa strat, il fait ça lui coûte que dalle. Par exemple, il externalise avec des freelances la rédaction d'articles, ça coûte 50 €, machin. Demain, il peut devenir ouf, alors qu'il n'est pas connu. Et c'est un peu le truc t'as deux produits dans un magasin. Premier produit super bien emballé, dégueu. Deuxième produit très mal emballé, très bon. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont dans le magasin, ils disent « Waouh, très beau produit !» Et ils vont en vendre beaucoup. Je sais pas, il y a 1000 clients qui passent dans le magasin. Tu as 950 qui vont prendre celui-là et ils vont rentrer chez eux, ils vont le manger, ils l'ont acheté parce que c'était très beau. Mais au final, c'était dégueulasse. Alors que l'autre, tu en as 50 qui l'ont acheté, mais il y en a plein qui vont le réacheter. Et c'est un peu ça. Je rencontre aussi beaucoup de fondateurs qui ont un super produit, mais qui ne savent pas le vendre. Et ça, c'est dommage. Et donc là, ce qu'on essaie, c'est de faire un beau packaging, un beau truc pour que les clients soient heureux. Aussi, les salariés soient heureux, parce que comme on automatise beaucoup, les salariés, ils font pas un job tu vois, dur, quoi. Ils font un job plus sympa. C'est plus sympa de téléphoner quand tu as un mec que tu sais qui va répondre, qu'il a ouvert ton devis et qu'il est intéressé, qu'en appelant des listes d'emails. Voilà. Mais moi, j'ai pas de modèle économique particulier. Je cherche à m'associer, à relancer une boîte ou à être salarié dans une boîte et à m'amuser. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de questions, sérieux. Quel outil? Je dirais que c'est HubSpot, qui est un CRM, qui est assez cher, il y a beaucoup plus simple. Pandadoc, parce que les deux étaient liés, et Pandadoc, franchement, c'est un truc de ouf. Et Zendesk. Zendesk, c'est un outil pour faire du support client. Pareil, ça fait du ticket d'emailing client. Mais nous, c'était notre CRM pour une de notre toute première BU. C'est-à-dire qu'en fait, on envoyait nos devis avec un outil de support client et on faisait des scénarios dans tous les sens de relance de devis avec cet outil-là. Et ça, c'est les outils
qui ont vraiment marché pour nous. Et après, c'est l'inbound, quoi. Écrire du contenu, du contenu, du contenu, du contenu. Je pense que c'est ça qui nous a bien fait décoller. Et puis après, plutôt que des outils, c'est aussi des méthodes. C'est-à-dire, c'est mesurer ce que tu fais et c'est sans cesse remettre en cause. Et ça, c'est le plus chiant pour toi, mais aussi pour les équipes, parce qu'elles ont l'impression, putain, mais il change tout le temps d'avis, ce gars-là. Ouais, t'es tout le temps en train de tester ou de te dire comment je peux faire mieux, mais en même temps, ça devient un jeu et après, tes équipes, elles sont super contentes. Donc, c'est cool. Et aussi, les gens qui bossent avec toi ont l'impression de bosser dans une boîte différente. Je pense que chez Pay & Co, ça doit être un peu ce qui se passe, où tu te dis, putain, tout est possible, on utilise des nouveaux outils. Et en fait, les gens, ils vont bosser, je pense qu'ils bossaient avec nous, on avait une moyenne d'âge de 27, et ils bossaient avec nous, pas parce qu'on leur disait, on va changer le monde grâce à l'impression 3D, parce que c'est mieux pour la planète et tout. Ils bossaient avec nous parce qu'ils se disaient, putain, mais tout est possible, quoi. Par rapport à d'autres boîtes et tout, tu discutes avec tes collègues, ah ouais, ta boîte, c'est comment? Ah, et nous, on a fait ça, ça, ça. Et ils ont l'impression de participer à une histoire, ce qui est totalement vrai. Et ça donne une bonne raison aux gens aussi de rester et de continuer dans l'entreprise. Et de faire ça. Parce que c'est différent. Merci à tous. Merci Vincent. Il n'y a pas de questions en ligne? Parfait. Ouais, ça marche. Et à plus. Ouais, à plus. Au revoir. Ouais, ça marche, merci. Au revoir. Salut.